Derfor så sejlede vi over med. À mon âge, on ne se posait pas la question. Et chez nous, c'était notre maman qui nous a raconté qu'il y avait des gens qui avaient besoin de notre aide. Et c'est pour ça que nous avons participé à cette évacuation. Est-ce qu'il a eu très peur? Var du med, bange? Ja, det var vi alle sammen. Og inden krigen den sluttede det sidste halve år, der kom min far, han blev hentet og kom i koncentrationslejr. Og jeg kom til Sverige som flygtning selv. Og kutteren, den tog tyskerne. Den fik vi hjem igen efter krigen. Où cachait-il les gens? Ça s'est passé comment? Man puttede dem herned. On pouvait en mettre combien? Der kunne være 5-6 stykker. Ligesom hvor store de var. Ja. Ja. Og så derovre. Ja, og lidt dernede, og vi sejlede gerne med fra 2 til nogle af 20 stykker. Donc on faisait des transports avec 2 à 20 personnes. La traversée durait combien de temps? Og hvor lang tid tog det at Det sejle tog over? det 2 timer. 2 heures. 1,5 til 2 timer. Og 1 heure et demie, 2 heures. så lukkede vi dem ned her, og så lagde vi lemmen over. Så lagde vi fiskenet henover. On mettait les filets. Ja, og så passerede vi tyskerne. Et comme ça, les Allemands nous laissaient passer. Jeg tror, at der var mange tanker, når man ligger der i bunden af en lille fiskerkutter, ligger som sardin i en dåse, og gør sig af tanker om det ene og det andet, så er selvfølgelig den første tanke, man har, om man nu redder livet eller ej. Jeg tror nok, at meget af det, jeg har gjort i de mellemliggende 50 år, i virkeligheden baserer sig på, hvad jeg oplevede i de timer, vi var undervejs mellem Danmark og Sverige. Dette, at vi altså skulle snige os afsted, som om vi var forbrydere. Dette, at vi skulle forlade vores hjem med en lille taske i hånden og på den måde møde det, som jeg vil kalde for verdens ondskab. Det har i høj grad været med til at overbevise mig om, hvor vigtigt det er, at der er mennesker, der kæmper for humanistiske tanker. Og jeg tror, at en hel del af de ting, jeg har beskæftiget mig med i de 50 år, med mine begrænsede muligheder og mine begrænsede evner, jeg tror, at det har været sat i gang af de tanker, der gik igennem mit hoved den nat, hvor vi sejlede over Østersøen. Hollande, pays de Baruch Spinoza, de Menachem Ben Israël et de Rembrandt. Plus de 80% de la population juive a été déportée. C'est la plus grande proportion d'Europe occidentale. Henriette Kroon, quel âge avez-vous? 88. En quelle année vous avez commencé à sauver les Juifs? Est-ce que vous vous souvenez pendant la guerre? Ik denk ongeveer 42. Ongeveer, weet ik niet precies. Pourquoi avez-vous commencé à sauver les Juifs? Waarom bent u begonnen met het redden van Joodse mensen? Ik ben er niet bewust mee begonnen, maar er kwam een vriend en die was in nood. En toen zeiden we, blijf maar hier. Et après? En toen? Is hij gebleven, tot de oorlog over was. De eerste. Mais vous avez, je crois, installé ici tout un système pour prévenir les Juifs s'il y avait un danger. Ja, dat hadden we wel afgesproken, ja. We hadden ook een bel naar boven. Want boven waren er ook nog, op de 4e etage zaten eerst 1 en toen 2 mensen. En toen hadden we een bel afgesproken. We hadden een verbinding met een bel. En dan zouden we waarschuwen als er iets gevaar was. Et vous avez parfois, vous utilisiez ces codes et cette sonnette? Hebt u deze ook wel eens gebruikt? Jawel, jawel. Er was een razzia. En toen hebben we naar boven gebeld dat er gevaar was. En toen is hij
boven in de schuilkelder gegaan. En die meneer hier, die hier was, die is onder een bank gekropen. Het was een soort bank, maar dan was het dicht. En die is daar toen onder gekropen. Pourquoi l'avez-vous fait? Waarom niet? Vous êtes religieuse? Ja, jazeker. Dat is niet. Mais est-ce que ça a joué dans votre choix, dans votre décision? Heeft dat meegespeeld in uw beslissing om te helpen? Peut-être. Misschien. Maintenant, 50 ans après la guerre, comment vous voyez toute cette période? Hoe kijkt u 50 jaar later terug op die periode? Vind ik moeilijk te zeggen. Ik schaam me dat het nodig is geweest. En ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Het was een soort thuisfront. Begrijpt u? Et si c'était à refaire? Ik hoop dat ik het dan weer zou doen. À l'époque, la Hollande d'Anne Frank s'apparente davantage à la Pologne qu'au Danemark. Comme en Pologne, la police locale collabore avec les nazis. En Hollande aussi, il fallait 1000 personnes pour sauver un juif. Il suffisait d'une personne pour dénoncer 1000 juifs. Combien de pères et combien de mères vous avez eu comme ça pendant la guerre? Tenminste 34. Maar daar komen ook al die verzetsmensen bij. Die mij van het ene adres naar het andere gebracht hebben. En ook telkens kwamen kijken of het goed ging. Dat beschouw ik eigenlijk als mijn echte ouders. Ed Fontaine, vous êtes le maire de cette ville, de cette grande ville hollandaise. Vous dirigez une administration. Et vous savez très bien que sans la collaboration de l'administration hollandaise, les nazis n'auraient jamais pu déporter tous ces juifs. Pourquoi pensez-vous que l'administration hollandaise n'a pas résisté? Ja, de instelling van de Nederlandse ambtenaren was er een van grote gezagsgetrouwheid, van grote loyaliteit. En men meende er het beste van te moeten maken. Ook onder oorlogsomstandigheden, om erger te voorkomen. Er is een befaamd gezegde, burgemeester in oorlogstijd. Dat zijn mensen die vuile handen maken voor de goede zaak. Ik denk dat, als ik één voorspelling mag doen, dat de instelling vandaag iets wat veranderd is. Niemand is meer zo gezagsgetrouw. De democratie is vitaler geworden. Bevel is niet meer bevel. Dus wat dat betreft ben ik iets optimistischer. Maar of als men werkelijk zijn leven op het spel moet zetten, als men weet dat elke verzetsdaad, elke sabotage kan leiden tot de dood, of men zich dan in de toekomst anders zou gedragen dan de collega's in het verleden. Nogmaals, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Menselijke moed is toch iets unieks en komt alleen maar tot uitdrukking als de omstandigheden daar zijn. Daar kun je geen voorspellingen over doen. Maar triest is het wel dat het zo gelopen is.
Je continue à croire que les hommes sont fondamentalement bons et généreux. Anne Frank. Me voici sur les quais de la Seine pour parler de la Belgique avec Harun Taziev. Jeune entomologiste, Harun Taziev vivait alors à Bruxelles. La communauté juive s'était adressée à lui pour diriger une fausse colonie agricole, la Ramée. Vous vous souvenez, la Ramée, les châteaux de la Ramée, en hiver, 1941-42, vous vous retrouvez là avec quelques dizaines de jeunes gens, la majorité juive. Pourquoi? Comment ça s'était passé? Pas la majorité, la totalité. En pleine campagne, dans ce château que la communauté s'est procuré, on a installé donc cette colonie de pseudo-étudiants, pseudo-élèves en agriculture, avec un pseudo-professeur que j'étais. Vous connaissiez les risques que vous preniez à protéger les jeunes gens que les Allemands recherchaient pour les envoyer à Auschwitz? Se battre signifie prendre des risques. En plus, j'ai toujours aimé prendre des risques. La vie professionnelle que je me suis choisie après le montre. Le risque me fait plaisir. Le risque, pour moi, c'est un des piments de l'existence. Donc, le fait qu'il y eût un risque, pour moi, ne me gênait absolument d'aucune façon. Par contre, il me faisait parfois froid dans le dos pour les gosses que j'avais à protéger. J'ai été contactée par une directrice d'école qui, sachant que personnellement et avant de faire partie du réseau, je cachais toute seule des enfants dans ma famille, m'ont demandé si je voulais rentrer dans le réseau et abandonner l'enseignement, puisqu'à ce moment-là j'étais dans l'enseignement, ce que j'ai fait. André Guelen, combien d'enfants avez-vous sauvés? Le réseau du CDJ a caché plus ou moins 3000 enfants. 3000? 3000 enfants. Dans toute la Belgique, il y en a eu 5000. Mais il y a eu d'autres réseaux que le nôtre, et puis des individus aussi. Mais notre réseau en a caché plus ou moins 3000. Et pourquoi l'avez-vous fait? Qu'aurais-je dit à mes enfants aujourd'hui si je n'avais rien fait? Vous avez pensé à cela au moment même? Quel âge aviez-vous? 20 ans. Vous êtes d'une famille catholique? Non, je suis d'une famille libre penseur. En Belgique, en France, en Allemagne même, il y avait plusieurs légations des pays neutres, dont la Turquie. À Istanbul, j'ai rencontré plusieurs de ces diplomates d'alors qui ont sauvé des centaines de Juifs. Quand je suis revenu pour les filmer, 2 seulement étaient encore en vie. Monsieur Selahattin Ülkümen, vous étiez consul à Rhodes. Oui. Quand avez-vous commencé à aider les Juifs? Vaktaki Türk vatandaşı olan Museviler de toplanmaya, tevkif edilmeye başlandı. O zaman ben Türkiye konsolosu olarak kendi vazifem saydım. Çünkü Türk kanunlarına göre dini ayrı olmak bir sebep değildi Türk himayesini esirgemek için. Onların Türk vatandaşı olmaları kâfiydi benim müdahalem için. Vous avez réussi à faire libérer d'un camp d'internement 49 Juifs sur le point d'être envoyés à Auschwitz. Pourquoi l'avez-vous fait? Parce que j'ai senti c'est un devoir de conscience. Ma conscience m'a rappelé ça. Vous êtes musulman? Je suis musulman, mais je suis avant tout une personne qui songe à l'humanisme, à l'humanité.
a-t-il pu arriver? Comment des hommes comme vous et moi ont-ils pu laisser faire? Il y avait la haine d'un côté, je dis bien la haine. Et la haine de ceux que depuis mon enfance on appelait les antisémites. Ceux qui nous persécutaient, ceux qui nous méprisaient, ceux qui nous humiliaient, ceux qui nous tuaient. J'ai entendu mon père me faire des récits de mon grand-père qui se faisait, dont la maison était démolie chaque fois qu'il y avait des fêtes. Et donc ces thèmes-là m'étaient très familiers. Je savais qu'il y avait la haine quelque part. Et nous, juifs dans cette époque, il y avait la haine et l'humiliation. Une incroyable humiliation. Pour moi, la France commence ici, gare de l'Est. Je connaissais bien Paris avant d'y arriver. Mes guides étaient Dumas, Flaubert, Hugo, Balzac. C'est ici que j'ai appris la liberté en même temps que les Français. Mais la France que j'admirais fut aussi la France de la rafle de Veldiv, organisée, exécutée par la police française et qui a coûté la vie à des milliers d'enfants juifs. Ces souvenirs, aujourd'hui encore, me blessent. Aussi, j'étais ici plus qu'ailleurs, soucieux de trouver des justes. Moi, j'y suis arrivée là-bas en 1942, après la rafle du 16 juillet 42. Donc, nous, on était à Paris jusque-là, et on a passé la ligne de démarcation après. Donc, nous, on y était vers le mois d'août 1942. Mais il y avait déjà des gens qui étaient là-bas. Et ces gens-là, c'était des gens d'un village de Pologne, de Sterdin, des Landsmann, des Landsleute de mes parents. C'est-à-dire des gens originaires du même village. Vous êtes retrouvé combien là-bas? Combien de juifs? De juifs, 100, une centaine de juifs. Sur combien d'habitants? Sur 900 000 habitants. 900 habitants, voilà. Monsieur René Raoul, quelle a été la raison qui a amené un cordonnier, un homme tranquille comme vous, à aider les Juifs? Eh bien, quand j'ai vu qu'ils étaient chassés, vous voyez, je ne l'admettais pas, et c'est pour ça que je les ai aidés. Parce que je ne supportais pas, par suite de mon éducation, de voir qu'on chasse des personnes qui n'avaient rien fait, qui n'avaient aucune culpabilité de quoi que ce soit, et que c'était inhumain, quoi. Voilà. Ça a été pour cette raison. Vous êtes catholique? Oui. Vous aviez l'impression d'être seul, ou au contraire que tous les villages suivaient? Vous savez, on parlait très peu à ce moment-là de ces choses-là, parce que c'est vrai, c'est une époque, il faut l'avoir vécue. On avait confiance à tout le monde, mais enfin... Et en personne. C'est ça. Hein. Alors, le mieux, c'était de ne pas parler, de faire ce qu'on voulait faire, et de courir le risque, évidemment. Hein. Docteur Monod, étiez-vous au courant des lois d'exception de Pétain? Ah oui. Comment avez-vous réagi? Avec horreur, mais comment réagir autrement? Avec indignation, mais comment réagir autrement que... Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Était-ce du fait que vous apparteniez, votre femme et vous, à la résistance, ou en raison d'une position personnelle que vous avez choisi d'aider des Juifs? Ah non, pas du tout, c'est une position personnelle. Ma femme et moi, c'était tout à fait personnel. Vous savez, nous sommes protestants, la tradition protestante est aussi peu anti-juive que possible, enfin, dans la mesure du possible. Et puis, je suis d'une famille qui a été très pro-Dreyfusarde. Je ne savais pas, mais enfin, j'ai un grand-oncle, Gabriel Monod, qui était historien, qui a fortement milité pour Dreyfus, et c'est une tradition familiale pro-juive absolument... ça va de soi, quoi, ça ne se discute pas. Alors, aucun lien avec vos activités non, pas du tout. de Aucun résistants? lien avec la résistance, aucun. Docteur Monod, comment cela s'est passé-il pratiquement? Je vais dire concrètement. D'abord, pour mon métier, je les soignais gratuitement. Parce que quand même, il faut dire qu'ils avaient des ressources limitées.
sais pas très bien comment ils continué à survivre, mais enfin, ils étaient très justes. Bon. Et deuxièmement, nous étions tout de suite mis en rapport avec le pasteur Bourdon, je vous ai dit tout à l'heure. C'est lui qui s'était mis en rapport avec nous et qui nous a donné cette consigne: si je vous télégraphie le paquet est arrivé, c'est qu'il va y avoir une rafle. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu cette rafle. Nous avons reçu ce télégramme. Malheureusement, il avait envoyé ce télégramme dans 8 endroits différents, de sorte que